pour donc cette journée d'études, ou plutôt après-midi d'études, sur l'espace sonore, les arts sonores à l'épreuve de l'espace. Et journée d'études qui vient clore le programme, la carte blanche qui a été laissée par Point Culture à la revue Tacette, qui dure depuis un mois, où il y a eu, avec la parution de ce numéro sur l'espace sonore, une série d'événements, des concerts, l'installation sonore que vous pouvez voir dans l'autre espace. Hier, la présentation des travaux des étudiants, et puis ce soir, d'autres concerts. Alors Tacette, très rapidement, pour si certains d'entre vous ne connaissent pas encore la revue, c'est une encore jeune revue, hein, on en a au 3e numéro, jeune revue de recherche, à comité de lecture, dédiée aux arts sonores et aux musiques expérimentales, qui est publiée par la Haute École des Arts du Rhin et les Presses du Réel. Donc c'est une revue annuelle, bilingue, anglais et français, qui... maintenant, avec ce 3e numéro, on commence à prendre une ligne qui se stabilise et qui cherche comme ça à créer un espace de réflexion interdisciplinaire et international sur les pratiques liées donc aux arts sonores et aux musiques expérimentales, comprises vraiment dans leur diversité esthétique, hein, puisqu'on aborde aussi bien l'installation que l'improvisation, la noise, l'électroacoustique, l'électronique, les musiques minimalistes, silencieuses, conceptuelles, toutes ces pratiques, hein, jusqu'au field recording et aux performances. Donc la revue a été lancée en 2012 avec un premier numéro sur John Cage, suivi l'année dernière par un numéro qui tâchait d'interroger la notion d'expérimentation, et puis donc ce nouveau numéro sur l'espace sonore. Alors cette journée d'études, après-midi d'études, souhaite poursuivre d'une certaine manière les réflexions qu'on a entamées avec ce dernier numéro sur l'espace sonore. Et on pourrait... envisager cette série de conférences comme une extension, comme il y en a eu d'autres. Et finalement, tout le programme à Point Culture était des sortes d'extensions du numéro, comme l'affiche Sound Space Timeline que vous avez là, que vous pouvez d'ailleurs prendre. Donc des sortes de ramifications qui viennent poursuivre la réflexion entamée dans ce numéro. Alors, c'est pas non plus cet après-midi une version orale, une version conférence du numéro, puisque nous n'avons pas invité les mêmes auteurs, présenter leurs recherches sur le mode de la conférence, mais on avait plutôt dans l'optique de poursuivre, d'étendre ces ramifications. Nous avons préféré inviter d'autres personnes, des théoriciens, des philosophes, des historiens, musiciens aussi, afin de multiplier les approches et les positions quant aux relations entendues avec l'espace sonore. Et permettre, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire dans la revue, de croiser les discours et les recherches. Alors ce dernier numéro qui vient tout juste de paraître a été dirigé par Yvan Etienne, Bertrand Goguet et moi-même, dans le cadre d'un programme de recherche qu'on mène à la Haute École des Arts du Rhin sur les espaces sonores. Alors, il existe de nombreuses recherches en réalité sur les espaces sonores, sur l'espace sonore, notamment du point de vue de la spatialisation. Et dès lors qu'on souhaite, du point de vue de la recherche, de se confronter à cette notion, ça n'a rien d'aisé, puisque c'est une thématique essentielle aux arts sonores. Alors on a décidé de prendre un parti pris, un axe assez simple, mais qui nous semblait aussi finalement peu traité parmi la littérature existante sur les relations entre art sonore et espace. Et le point de départ de ce numéro a été de considérer l'espace sonore comme ce à travers quoi on circule, comme ce à travers quoi on se déplace, voire on dérive. L'écoute étant la plupart du temps prise dans le mouvement même de nos déambulations quotidiennes. Et en effet, l'espace sonore, quand bien même il est souvent réduit à cela, l'espace sonore ne saurait être réduit à un plan statique. Il s'appréhende davantage à la manière d'une traversée. Et cette notion de traversée a été essentielle dans nos recherches. Je vous cite par exemple ces propos de Brandon Labelle qui résument assez bien la perspective qui a été la nôtre au début de notre travail sur ce numéro. La présentation de territoires acoustiques spécifiques ne devrait pas être exclusivement lue en termes de lieux et de sites, mais plus comme des itinéraires, aussi bien des points de départ que des points d'arrivée. Comme territoire, je les définis comme des mouvements entre et parmi des forces différentes, agités par des multiplicités. Alors, cette pensée de l'espace sonore comme traversée implique, nous a amené à reconsidérer
la triple relation où l'espace sonore advient. Alors c'est dit de manière un peu schématique, mais on pourrait définir cette triple relation ainsi. L'espace tout d'abord agissant comme un filtre sur les sons. Donc il y a toute une série de pièces, notamment dans les musiques expérimentales, qui travaillent sur cet aspect-là. Mais aussi le son produisant lui-même de l'espace, marquant des zones, définissant des territoires. Et enfin, la présence, les mouvements des sujets percevants, qui viennent en partie renégocier là, les deux premiers termes de la triple relation. Alors, le premier terme paraît évident, comme je disais, c'est quelque chose qui est très présent dans les musiques expérimentales, mais qui a été aussi étudié dans le cadre de l'urbanisme. Je pense notamment aux travaux de Jean-François Augoyard, qui nous dit à propos de l'environnement urbain, tout signal physique est instrumenté par un espace de propagation qui lui donne une certaine qualité hic et nunc. Et en effet, l'espace sonore n'est jamais un milieu neutre au sein duquel se propagent les sons, mais l'espace agit sur la forme des sons, ne serait-ce qu'à travers leur timbre et la durée de la réverbération. Mais aussi, en allant un peu plus loin, notre parti pris était de voir combien l'espace pouvait aussi jouer sur la signification des sons. Là, pour le dire avec les mots de Jonathan Stern, l'espace est le registre dans lequel le son peut se produire et où il peut prendre sens. Et c'est ce que, pour ma part, j'appelle notamment les qualités déictiques des sons. Et ces qualités déictiques font, en tout cas c'était notre parti pris, font du son un médium particulièrement propice pour interroger les stratégies, les logiques qui traversent ou organisent un site. Autrement dit, toutes les relations de pouvoir qui s'agglutinent dans la production de l'espace sonore, dans la formation d'un contexte sonore. Et là, il faut le comprendre de manière dialectique, comme avec un effet de feedback, c'est-à-dire comme ce qui le réalise, cet espace, et ce que ce dernier façonne. Alors là, pour le dire avec les mots d'Henri Lefebvre, en tant que produit, par interaction et rétroaction, l'espace intervient dans la production elle-même. Alors, Henri Lefebvre ne parle pas directement de l'espace sonore, mais plus de l'espace plus large. Mais en tant que produit, l'espace est aussi initialement le résultat d'une distribution des sons, distribution sonore. Et notamment une distribution en mouvement, avec cette traversée que j'évoquais précédemment, qui implique dès lors des distances changeantes. Comme on le sait, les sons ne dépendent pas seulement du lieu où ils s'étendent, finalement dans leur étendue même, ils distribuent et partitionnent l'espace, délimitent l'espace, le jalonnent, par leur organisation et leur répétition périodique. Ça, c'est des choses qui ont été aussi analysées en philosophie. On pense notamment au concept de ritournelle développé par Gilles Deleuze et Félix Guattari, où ils insistent pour dire combien les sons interviennent comme des marqueurs spatio-temporels participant à la fabrique du territoire. Je vous les cite, le territoire n'est pas premier par rapport à la marque qualitative, c'est la marque qui fait le territoire. Alors voilà dit très rapidement l'organisation qui globalement régit le travail sur ce numéro, où se trouve à interroger, il y a un exemplaire en consultation, se trouve à interroger les notions de propagation et de perception du son dans l'espace, notamment à travers les travaux pionniers là, de Alvin Lucier et Michael Escher. Une autre partie s'intéresse, elle, à la dimension politique de l'espace sonore, avec des textes de Seth Cluett et Jeffrey Mansfield. Mais on aborde aussi l'espace sonore compris comme espace social, là, à travers l'étude de manifestations récentes d'art sonore déployées dans l'espace urbain. Je pense notamment au texte de Michael Gallagher et Maria Andueza Olmedo, ou encore des textes où l'écoute de l'espace sonore devient également une réflexion sur l'espace de l'écoute. Là, ce sont les textes de Arthur Stiefel, pour les citer, Jean-Luc Guyonnet, Éric Lacasa et Christina Kubich. Dossier de ce numéro auquel s'ajoute un extrait des archives de la compositrice Mariana Mascher, qui est encore peu présentée dans la littérature sur les arts sonores, et notamment en France, et aussi des croquis de l'installation de Paul Panuisen, là pour simplement résumer le sommaire de ce dossier, puisqu'il y a aussi des articles hors dossier, notamment un article de Emmanuel Holterbach qui va venir conclure cette journée d'études avec une performance à 18h, et qui, je
jouera aussi certaines pièces de Radic ce soir.